notre pays. Si vous prenez un petit immigré qui est dans une classe et vous lui dites « Ouh là là, la France, c'est abominable hein ». Il y a eu une période, c'était l'absolutisme royal, c'était abominable, le pouvoir totalitaire, le roi soleil, etc. Si vous dites après, ça a été abominable parce qu'il y a eu Napoléon qui est allé faire la guerre à l'Europe entière. Si vous lui dites en plus après, il y a eu la colonisation, on a fait suer le burnous, on a exploité les richesses. Si vous lui dites ensuite que, parce que d'accord, on peut remonter comme ça dans le temps, mais c'est ce qu'on leur apprend aujourd'hui, hein, que les Français se sont comportés comme des salopards, déjà en 14, où on a utilisé, paraît-il, les troupes coloniales comme de la chair à canon pour sauver le pays, ce qui est absolument faux. Si vous leur dites à nouveau qu'en 40, les Français se sont comportés comme des salopards avec la déportation des Juifs, etc., qui se sont comportés comme des salopards en Indochine, comme des salopards en Algérie, comment voulez-vous que des jeunes venus d'ailleurs aiment ce pays-là? À un moment donné, la responsabilité, moi je le dis très souvent dans mes meetings, elle n'est pas que celle des immigrés qui arrivent et qui ne respectent rien. La responsabilité, elle est à ceux qui leur ont permis de penser ça. Et ceux qui les ont fait venir, par ailleurs. Mais si vous aviez eu une élite politique et une école qui leur disent ce qu'est la France, ce qu'a été la France, et qui ne tergiversent pas sur une repentance abominable, eh bien vous aurez eu deux catégories, ceux qui aiment la France et ceux qui ne l'aiment pas. Parce que nous savons, nous, au FN, que nous pouvons être même d'autres religions et aimer tout autant ce pays, la France. Car je rappelle, moi je viens de Perpignan, il y a un camp qui s'appelle Rivesaltes. Dans ce camp, on y a mis ce qu'on appelle des harkis, c'est-à-dire des combattants français, sous l'uniforme français, avant les Espagnols et avant d'autres d'ailleurs, sous l'uniforme français qu'on a laissé crever après la guerre, abandonnés eux et leurs enfants, alors que après les guerres de décolonisation, on a accueilli l'ensemble, ou en tout cas une partie des pays qui étaient nos pays colonisés, et à qui on a tout donné, et à qui nous faisons mine systématiquement de devoir quelque chose. La France ne doit rien à personne. La France s'est toujours comportée, évidemment il y a eu des heures moins évidentes que d'autres, mais elle s'est toujours comportée, notamment dans son empire, d'une manière beaucoup plus humaine et acceptable que ne l'a été par exemple la colonisation anglo-saxonne. Il n'y a qu'à regarder. Combien reste-t-il d'Indiens en Amérique? Combien reste-t-il de populations d'origine en Australie? Et l'Afrique du Sud? Et l'Afrique du Sud, et encore l'Afrique du Sud, il y aurait beaucoup à dire, parce que c'est pas aussi évident que ça, la colonisation de l'Afrique du Sud. Bref, nous n'avons, la France, rien à nous reprocher. En tout cas, nous avons à dire aux jeunes populations de magnifier notre histoire et de ne pas, évidemment, traiter que les problèmes et l'histoire, j'allais dire, peut-être médiocre dans certaines périodes. Et tout cela, vous l'avez aujourd'hui sous vos yeux. Car ce que vous avez vu hier dans les rues, hormis le fait, je m'excuse s'il y a des gens qui jouent au football dans la salle. Hein. Mais moi j'estime que le football pour moi, c'est la lie de ce que l'on peut imaginer, à la fois de supporters et de sport professionnel. Parce que vous le vouliez ou non, moi j'ai joué pratiquement 15 ans au rugby, je n'ai jamais vu. Jamais. C'est clair. Et pourtant il y en a des bagarres sur le terrain. Hein. Il y en a, mais de ce que vous voyez dans les rues là, je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu un stade envahi, ou ce que vous pouvez voir, ce que vous avez, etc. À un moment donné, c'est un problème de culture, c'est un problème de valeur, c'est un problème de tradition. C'est un problème réellement qui, celui-là, alors il y a des Anglais, il y a des Russes, il y a beaucoup de Français, mais très honnêtement, c'est un problème de comportement moral, et là, la responsabilité de nos gouvernants, elle est implacable. Parce que moi, ces gens-là, je peux vous dire que manu militari, ils auraient été mis hors d'état de nuire, renvoyés directement dans leur pays, et puis on n'en parlerait plus à l'heure où on est. Mais, bravo! Je vais dire ça, c'est comme le reste. Si vous n'êtes pas capable de rétablir l'ordre dans beaucoup de quartiers de France, eh bien vous n'êtes pas capable de rétablir l'ordre dans ce genre d'événements, comme vous n'êtes pas capable de lutter
contre l'islamisme radical ou le terrorisme islamique tel qu'il se développe dans notre pays, parce que les décisions qu'il fallait prendre, on ne les a pas prises. Il y a d'abord, et qu'en plus, ce terrorisme islamisme et le développement de ce que l'on appelle l'islam radical est la responsabilité de la droite et de la gauche depuis 40 ans, au moins. Car à un moment donné, il y a des personnes qui sont venues chez nous pour travailler. D'abord, par définition, quand vous allez travailler dans un pays, il n'est pas dit que vous y passiez toute votre vie. Il y a des contrats comme ça. Vous savez quand vous arrivez, et vous savez quand vous repartez, ou vous ne repartez pas. Mais dans tous les cas de figure, celui qui vient en France pour travailler, il doit respecter le pays qui l'accueille. Et je peux vous dire, je ne connais pas bien la Nièvre, même si j'y suis venu 2 ou 3 fois quand même. Moi, dans nos régions, nous sommes des terres d'immigration, comme on dit aujourd'hui. Mais des terres d'immigration qui ont vu arriver des Espagnols, des Polonais, des Italiens, des Portugais. Et je peux vous dire que l'intégration, elle ne s'est pas faite si facilement que ça. Elle s'est faite par quoi? Par le travail. Parce qu'il y avait du travail. Et que les gens qui venaient travailler n'étaient pas des feignants, venaient pour travailler. Que les enfants qu'ils avaient et qu'ils ont mis à l'école, le premier devoir qu'ils leur disaient, c'est tu t'intègres au pays qui nous accueille. Tu parles la langue de ce pays, tu te tais, et la plupart du temps, et tu respectes les gens qui y sont. La deuxième chose, c'était une culture commune. Quoi qu'on en dise, les Portugais, les Italiens, les Espagnols, les Polonais sont de culture, de religion, on va dire, judéo-chrétienne. Et puis c'était quelque chose qui a disparu, et là c'est très important, c'était l'armée. Car beaucoup d'enfants de familles immigrées, je parle au début du siècle dernier, ont fait le service militaire, sont morts pendant les guerres, sont sur les monuments aux morts. Souvenez-vous du dernier poilu qui est décédé il y a quelques années, et qui était un Français, je crois, d'origine italienne. Ils en avaient fait tout un emblème en quelque sorte, mais c'était... C'était un légionnaire. C'était un légionnaire, mais c'était l'exemple type d'une assimilation par le sang versé, par le sang risqué. Le malheur aujourd'hui, c'est que l'immigration que nous avons, d'abord, c'est le grand patronat qui en est responsable, puisqu'ils ont fait venir beaucoup de gens pour les payer moins cher et pour faire baisser les salaires. Et la deuxième chose, c'est qu'on leur a rien demandé, en tout cas au départ. Et là, la responsabilité des gouvernements de droite, mesdames et messieurs, elle est incroyable. Parce que moi, je veux bien qu'on dise la gauche, c'est abominable, etc. C'est abominable. Mais qui a fait le regroupement familial? C'est Giscard, avec Chirac à l'époque. Qui? Ça, c'est la matière d'immigration. Qui a organisé, paraît-il, l'islam de France? Sarkozy. Non, Sarkozy. Ouais, c'est Sarkozy. Oui. Non, l'islam de France. Sarkozy. Et avec une chose qui est absolument extraordinaire, plutôt que de prendre ce qui existait, des Français de confession musulmane, il n'y en a pas beaucoup, et des assimilés. On aurait pu prendre d'ailleurs des anciens combattants, ceux dont on savait qu'ils étaient Français là, et qui n'avaient pas d'autre pays auquel ils faisaient allégeance. Eh bien, dans ce Conseil français du culte musulman, ils ont pris des nationalités. L'islam de France, ce n'est pas des Français musulmans, c'est une association de représentation étrangère en France. Et vous avez les Algériens, ils tiennent à la mosquée de Paris, les Marocains, qui ont un certain nombre de mosquées en France, les Égyptiens, par l'intermédiaire des frères musulmans, antichambre d'ailleurs de l'islamisme radical, vous avez les Turcs, communauté très importante, qui ne fait pas parler d'elle, mais très importante en France, et vous avez pour une infime partie les Mahorais, les Mayotte français, qui est un département aujourd'hui français. Et là aussi, je tiens à vous dire une chose, attention à ne pas être trop dur avec les Mahorais, parce qu'ils ne sont, je crois, que 200 000, c'est un département français, et aujourd'hui, les médias ne vous en parlent pas, mais allez voir un peu sur quelques réseaux sociaux, vous avez des manifestations de Mahorais aujourd'hui, qui font des manifs à Mamoudzou, avec la France aux Français, et qui chassent les Comoriens.
Oui, qui chassent les Comoriens en ce moment, au nom, avec les drapeaux français, en disant la France aux Français. Alors pour vous dire qu'à un moment donné, il y a quand même des personnes qui respectent le pays qui est le leur, quelle que soit par ailleurs leur religion, mais qu'évidemment, dans l'abaissement général des valeurs qui sont portées par les gouvernants, eh bien ce sont les anti-français qui ont finalement pignon sur rue et qui emportent petit à petit le morceau, notamment dans ces quartiers incontrôlés, puisqu'aujourd'hui l'islam en tant que tel, il est dominé, personne ne le dit aujourd'hui, il est dominé par sa vision la plus radicale. Ce qui fait que même les musulmans modérés, parce que, vous dire, moi j'en connais, certains me diront ça n'existe pas, moi je peux vous dire, j'en connais, voilà, c'est comme ça, on peut... Ceux-là, en revanche, ils regardent ce qui se passe dans le quartier où ils vivent. Et il est évident que si l'autorité de l'État n'y est pas, s'il n'y a pas le contrôle de l'extrémisme qui se manifeste dans tous les domaines de la vie sociale, petit à petit, vous voyez quoi? Vous voyez des femmes se voiler, vous voyez des revendications communautaires dans les écoles, dans les piscines, mais pas seulement, dans les clubs sportifs. Vous voyez petit à petit des revendications alimentaires, tout ce qui concerne les cantines scolaires, et même les mairies qui, par électoralisme, achètent la paix sociale dans les quartiers en embauchant les grands frères de ces gens-là et en leur tolérant un certain nombre de choses. Bref, là où la politique recule, eh bien vous avez l'islam politique, lui, il avance. Et en avançant, il emporte tout. Il emporte les gens de leur communauté qui, au départ, ont une conception de la religion très éloignée, mais qui y reviennent. Et puis surtout, qui emporte le courage. Parce que là, il y a quand même une responsabilité. Qui emporte le courage des autochtones qui n'osent plus rien dire. Parce qu'ils ont la pression communautaire dans leur quartier, parce qu'il y a de vraies menaces physiques sur eux, mais en plus une pression morale, c'est-à-dire que la moindre type qui dit une phrase un peu déplacée, un peu, sur l'immigration ou sur la religion, il est systématiquement persécuté par SOS Racisme, la LICRA, le MRAP et toutes ces associations bidons, qui du jour au lendemain, si nous arrivions au pouvoir, seraient privées de toute subvention publique. Bravo! C'est évident. Ça c'est clair. C'est pour ça qu'ils ont peur. Elles n'ont qu'à vivre C'est clair. que de leurs adhésions. C'est clair. Et je pense qu'elles auront moins de moyens pour faire des procès à ce moment-là. La deuxième chose, c'est, parce qu'il va bien falloir en sortir de cette affaire-là. C'est pour ça que je vous disais 10 ans. Il va falloir dire à un certain nombre de personnes, voilà quelles sont les règles du jeu. Vous le respectez ou vous ne les respectez pas. Si vous les respectez, écoutez, en France, le peuple français est un des peuples les plus tolérants du monde, les moins racistes du monde. Si vous tolérez ces règles-là, que vous les respectez, ça se passera très bien, comme ça c'est toujours passé, mais on va discuter de ces règles-là. Si vous ne les respectez pas, alors là, il faut vous poser la question d'aller vivre ailleurs, dans un autre pays. Parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre en France comme vous comptez vivre ou que vous viviez chez vous. Ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existera pas dans la France que nous aimons. Et il faut poser à cette deuxième religion qu'est l'islam des questions que d'autres ont posées à d'autres religions avant que l'islam ne s'installe en France. Je rappelle que la première mosquée en France, établie, ex cathedra, si on peut dire ça comme ça, c'est la mosquée de Paris. Et c'est sous l'influence et sous la promotion du maréchal Lyautey, qui a voulu rendre hommage aux combattants de l'Empire en établissant la fameuse mosquée de Paris, qui est d'ailleurs une mosquée qui a échappé au pouvoir français. Hein. C'est l'Algérie qui tient la mosquée de Paris. Hein. Bon, bref, passons. Et elle va être même vendue à l'Algérie. Ce qui est, bon, là encore, c'est les mystères de... Bref. Il faudra donc faire ce que Napoléon a fait avec les Juifs. Voilà. Napoléon, à un moment donné,
il a voulu assimiler tout le monde. Il a dit, voilà, il a dit aux tenants de la religion israélite, voilà ce qui est compatible avec nos règles, et voilà ce qui est incompatible, apparemment, avec nos règles. Alors il a convoqué tous les rabbins de France, il a réuni ce que l'on a appelé le grand Sanhédrin, peut-être que vous ne le savez pas, mais cherchez parce que l'histoire, il leur a dit, voilà, je vous pose 12 questions. Et vous avez les 12 questions qu'il a posées aux communautés installées israélites dans l'ensemble du territoire. La France est-elle votre pays? Est-ce que vous cautionnez, vous tolérez les mariages mixtes avec d'autres religions? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Bref, 12 questions pratiques. Eh bien, il faudra faire pareil avec le monde musulman. Soit les musulmans sont capables de tolérer, la France est mon pays, les mariages mixtes sont tolérés, l'islam n'est pas au-dessus des lois de la République. Voilà, c'est simple. Et le contrat, il est signé. Vous êtes contractuel, vous devez respecter le contrat, sinon vous êtes en dehors du contrat, et c'est dehors. Soit vous considérez que votre foi est incompatible, et c'est respectable, hein, moi je ne juge pas, moi. Soit vous considérez que votre foi est incompatible avec les règles de la République française, les valeurs de la France, à ce moment-là, vous devez aller vivre votre foi ailleurs. Car il y a dans le monde des dizaines de pays qui appliquent ce que vous pensez. Alors n'essayez pas de venir nous les imposer chez nous, c'est non. Allez les vivre ailleurs et vous verrez que là vous aurez, sans compter tous ceux qui nous bassinent avec les indépendances qu'ils ont obtenues soi-disant après la Seconde Guerre mondiale. Mais honnêtement, moi si j'étais algérien, j'aurais honte de venir en France travailler ou faire quoi que ce soit. Je le dis franchement, ou marocain. Ils ont un pays à construire, un pays riche. Et quand vous voyez que la majorité de la jeunesse algérienne ne rêve que d'une chose, c'est de venir en France, ça me paraît, moi, extravagant. Alors que c'est... Oui, non, mais d'accord, mais... Alors que c'est un pays qui devrait pouvoir se gérer, s'autogérer et donner un avenir à ces jeunes. Et là, la responsabilité de la France, c'est pareil. Quand je dis de la France, comprenez-moi bien, des gouvernements français. Parce que tout ce que l'on a entretenu en Afrique, on est en train de prendre l'effet boomerang à la figure. Tous les dictateurs que nous avons engraissés, tout l'argent sale qui a été fomenté, qui partait de Paris pour arriver là-bas et qui revenait dans les valises diplomatiques pour arroser les partis politiques et les dirigeants français. Le problème, c'est que pendant que les dirigeants s'engraissaient, la population, elle vivait dans la misère. Et elle ne rêvait que d'une chose, et pour beaucoup, c'était la seule chance, j'allais dire, de vivre, c'était de venir chez nous. Et l'affaire de l'immigration, c'est une affaire où il y a plusieurs sujets, dont celle-là. Et la France, je regrette, devra réorienter sa politique étrangère, hein, notamment vis-à-vis de l'Afrique. Parce que je pense en plus que l'Afrique est un continent riche, qui doit pouvoir tout à fait se développer, et on doit pouvoir imaginer que l'Afrique se développe en inversant les flux migratoires. C'est-à-dire en pensant qu'il y a des gens installés chez nous qui demain seront évidemment invités à faire le voyage inverse. Et il y a beaucoup qui le pensent et qui sont d'accord avec nous. Moi j'ai fait une conférence et j'en referai une le 29 juin à Paris avec des franco-africains de toute l'Afrique francophone. Mais ils me disent tous, alors qu'ils sont français, ou ils ont la binationalité, mais monsieur Alliot, nous rêvons de repartir chez nous. Mais le problème, disent-ils, c'est qu'on ne peut pas repartir chez nous, puisque chez nous, il n'y a rien. Et que la plupart du temps, la France maintient des dictateurs au pouvoir qui empêchent toute liberté démocratique, etc. Donc c'est bien de la responsabilité de la France de réorienter la politique africaine de la France, et puis surtout, parce que ça fait partie du schéma que nous développons, d'arrêter de faire des guerres qui ne sont pas les nôtres. Nous n'avons rien à faire dans les jupons des États-Unis d'Amérique, de quelque manière que ce soit. Et une des premières décisions à prendre sera de sortir de l'OTAN. Et dans un premier temps, de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Car l'Irak
la guerre en Irak, très mauvaise guerre. Ah bah oui. Et qu'on ne dise pas, ah oui, mais regardez, Chirac et Villepin, non, Chirac et Villepin, la deuxième guerre en Irak. Mais la première de 90-91, tout le monde était d'accord pour la faire. Hein? Et malheureusement, c'était une erreur. L'affaire de l'Afghanistan, où on a laissé 80 soldats français, je crois, pour rien. Car les talibans reviendront aux affaires dans les années qui arrivent. L'affaire en Libye, qui est catastrophique. Catastrophique. Parce que si le jeu, c'est d'aller ou de ne pas discuter avec des dictateurs, il faut que la France arrête de discuter avec la moitié des pays du monde. Et qu'en tout cas, elle arrête de discuter avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Chine et quelques autres pays. Car moi, j'attends qu'on me démontre que Poutine est un dictateur et que le prince héritier d'Arabie Saoudite ne l'est pas. Oui. Voilà. Quand on m'aura prouvé ça, peut-être je réviserai mon jugement, mais pour l'instant, je pense qu'un type comme Poutine est très certainement plus attaché aux libertés en général et aux libertés de son pays que ne l'est le prince héritier d'Arabie Saoudite avec sa propre population, ou même avec l'ensemble d'ailleurs de tous les gens qui viennent chez lui travailler, parce que vous savez tout ce qui se passe en Arabie Saoudite, hein. Oui. L'alcool, tous les signes religieux, et puis c'est un pays qui est très développé, vous vous rendez compte? Les femmes ne conduisent pas, c'est quand même quelque chose qui est... Bon, voilà, mais... Rêve de plaisanterie. Non mais pour vous dire, pour vous démontrer la manipulation des opinions. Toute la journée, on vous dit que Poutine est un dictateur, mais pendant qu'on vous dit que Poutine est un dictateur, on fait passer des gens qui sont des abominables, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous nos alliés les plus méprisables qui soient, et pourtant la France, eh bien, discute avec eux, vend des armes. Hein. L'Arabie Saoudite l'année dernière, je crois qu'au monde, premier acheteur d'armes au monde. Qu'est-ce qu'ils en font? Hein? Ah ben ils se protègent, soi-disant. Et puis ils les livrent un peu à l'État islamique. Bah ouais. Mauvais choix en Libye. On a déstabilisé la Libye. On est en train de déstabiliser l'Afrique, au point que la France a été obligée d'aller intervenir au Mali, d'aller en Centrafrique. Et c'est pas fini l'affaire de l'Afrique. Hein? Parce que les armes qui ont été disséminées après le conflit libyen, elles sont en train de s'étaler un peu partout, avec des résultats qu'on ne connaît pas encore, mais qu'à mon avis nous allons connaître très vite. Puis la Syrie. Je rappelle quand même, Bachar al-Assad, tout le monde nous en fait un plat, n'a jamais été un ami du Front National. Il faut quand même le dire, du Front National. Le Bachar al-Assad a été, d'abord, le parti Baas faisait partie de l'internationale socialiste, comme Saddam Hussein à l'époque, et qu'ils ont été des amis des gens au pouvoir en France, que ce soit Chirac ou que ce soit évidemment du Parti Socialiste. Je rappelle quand même que c'est Jacques Chirac qui avait vendu à Saddam Hussein des centrales nucléaires, parce que tous les gens oublient tout ça, dans un lieu qui s'appelait Osirak, qui avait été rebaptisé Ochirak, d'ailleurs, au moment, et qui avait été détruit par l'armée israélienne, qui n'en voulait pas déjà à l'époque, mais pour vous dire que tout ça remonte à loin, et que tout ce qu'aujourd'hui on fait mine de découvrir est quelque chose qui vient de très loin, et que la Syrie, c'est pareil, en déstabilisant un régime comme le régime syrien, mais on provoque les catastrophes que vous connaissez, que nous connaissons. Car les migrants qui arrivent, il y a une partie économique avec le jeu trouble de la Turquie. La Turquie s'amuse. Elle ouvre le robinet, elle ferme le robinet, elle ouvre le robinet, elle ferme le robinet. Quand elle voit que ça ne marche pas trop à l'Europe, elle dit « Ah, vous voulez jouer à ça? On va continuer, etc. etc. » Mais la Syrie, on a livré des armes. On a livré des armes à Al-Qaïda, les Français, contre, soi-disant, l'abominable Bachar el-Assad. Et pendant qu'on livrait des armes aux islamistes radicaux modérés,
pas ce que ça veut dire. Bon. Vous aviez les islamismes radicaux non modérés qui continuent à faire la guerre, au point qu'aujourd'hui, vous voyez, tout le monde s'est retrouvé, j'allais dire, dans une situation intenable. Entre les modérés et les pas modérés, tout le monde fait la guerre à tout le monde. Et heureusement, il faut quand même le reconnaître, que la Russie a pris les choses en main pour aller rétablir l'ordre en Syrie, ce qui a permis quand même, petit à petit, de contenir les mouvements de population de ces pays-là et de commencer à pouvoir gérer la crise de ce que l'on appelle les migrants, mais qui n'en est qu'à ses débuts. Hein. Soyez certains que les 12 pèlerins qu'ils vous envoient dans la Nièvre, les 40 que nous avons reçus en Ariège, les 30 que nous avons reçus dans les Pyrénées-Orientales, etc., ça, c'est l'avant de l'armée des migrants. Les autres millions, ils sont dans les camps de réfugiés en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Syrie aussi un peu. Et ils arrivent comme ça par flots successifs sur les côtes européennes, avec une classe politique totalement, j'allais dire, complice, parce qu'elle a soutenu la politique étrangère qui nous conduit à ça, et parce que par des bons sentiments, elle est en train d'accepter l'inacceptable. Évidemment que quand vous voyez des gamins sur des bateaux, ça fait mal au cœur. Que vous voyez des migrants qui se tuent, ça fait mal au cœur. Mais à ce moment-là, il faut choisir et dire, on est prêt à accueillir la misère du monde, toute la misère du monde, l'ensemble des millions d'immigrés. Mais comment fait-on dans un pays qui a 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, dont le salaire moyen est légèrement au-dessus du SMIC, avec 2000 milliards d'euros de dettes, plus, mais en tout cas je dis l'officiel, avec un commerce extérieur en déficit chronique, avec des problèmes communautaires graves qui peuvent conduire demain à la guerre civile. Comment fait-on pour accueillir ces gens-là? Et les Français, il va falloir qu'ils se posent la question. Hein. Soit on met à la tête de l'État un gouvernement courageux, un peu comme le Hongrois, qui dit « stop, nos frontières, on les contrôle, et on dit qui vient, qui ne vient pas, et on expulse les gens qui n'ont rien à faire chez nous », soit on continue comme cela avec ces gouvernements de mou, et nous serons emportés, sans pouvoir combattre. Parce qu'à un moment donné, là aussi, souvenez-vous ici, il y a... Mais les paroles, c'est le Front National depuis 30 ans qui alerte l'opinion. Voilà, c'est ça les paroles. Non mais d'accord, mais si on avait foutu Le Pen il y a 30 ans au pouvoir, on n'aurait pas connu ça. Le problème, il est là. Bravo!